Bonjour à tous et bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, oui, petit changement de décor, une fois n'est pas coutume. Et aujourd'hui, on va continuer notre périple sur la descente de charge et on va parler des charges permanentes. Alors vous allez voir que la synthèse est relativement courte. Par contre, les exercices, eux, seront un petit peu plus longs. Oui, c'est normal, parce que sur la descente de charge, il n'y a pas grand-chose à savoir. Par contre, il faut faire des exercices et des exercices pour bien comprendre comment ça fonctionne et pour ne pas se tromper. Voilà, c'est parti! La première question à laquelle il faut répondre, c'est bien évidemment, c'est quoi une charge permanente? Je l'ai dit dans la vidéo précédente, mais je suis prof, je répète. Une charge permanente, elle découle, elle résulte aussi, du poids propre des éléments fixes d'un édifice. Pont, tunnel, maison, immeuble, tout ce que vous voulez. D'accord? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans une maison, les tuiles sont fixées sur la charpente est fixée sur les murs sont fixés sur les fondations, les dalles sont fixées sur les murs, les fenêtres, les portes sont toutes fixées par rapport à tout ça, donc tous ces éléments-là font partie des charges permanentes. Mais il y a d'autres éléments qui sont entre guillemets fixes qu'on peut retirer. Est-ce que ces éléments font partie des charges permanentes? Là, des fois, il faut faire un petit peu attention. Si on prend l'exemple des cloisons, les cloisons, c'est fixe. Une cloison, c'est fixe, mais si je prends ma masse et que je la détruis, j'ai plus de cloison. Et ça ne touche en rien à la structure de mon bâtiment. Du coup, c'est une charge permanente ou pas? C'est une bonne question. De la même façon, les rambardes, si elles sont simplement boulonnées sur mon balcon, j'ai qu'à déboulonner et je mets une autre rambarde. Alors quoi? Qu'est-ce qui se passe? Dans ce cas-là, il faut faire attention qu'on est en train de rénover le bâtiment. Et oui, si vous faites tomber une cloison ou si vous retirez des rambardes, vous êtes en train de rénover le bâtiment et du coup, si on a rénovation, on a changement des charges permanentes. Et là, il faut faire attention parce qu'en effet, si vous changez trop vos charges permanentes, vous avez un risque de faire chuter le bâtiment et il faut les recalculer, voire renforcer ce qui existe. Je reviens un petit peu sur les cloisons parce que, attention, je parle simplement des cloisons fixes. Si vous faites des cloisons, par exemple, en Lego, oui, ça existe. Les cloisons en Lego, c'est mobile. Et là, ça ne fait pas partie des charges permanentes. D'accord? C'est une charge d'exploitation. Voilà. Donc, c'est des choses comme ça, il faut faire attention. On part du principe que si c'est fixe par rapport au bâti, une grande chance que ça soit des charges permanentes. Si je me trompe entre charge d'exploitation et charge permanente, est-ce que c'est vraiment important? Bah oui, parce que une cloison, par exemple, si je calcule qu'elle fait 300 kg, que je la mette dans la case charge permanente ou charge d'exploitation, elle fera toujours 300 kg. Ça ne changera rien. En fait, d'une certaine manière, le calcul de mes charges, que je me trompe de case, on peut dire, qu'est-ce qu'on en a à faire? Ça sera toujours 300 kg, ça sera toujours positionné au même endroit, ça aura toujours la même influence et j'aurai toujours les mêmes calculs de fondation. Oui, si on calcule ça aux ELS. Bon, on en parlera dans une autre vidéo, mais il faut savoir que si je calcule aux états limites de service, je peux me tromper, ça ne change rien. D'accord? Par contre, si je calcule ça aux ELU, ultime, il faut savoir qu'on va mettre des coefficients devant les charges. Par exemple, les charges permanentes, on peut leur mettre un coefficient de 1,5. 1,35, pardon. Les charges d'exploitation, on peut leur mettre un coefficient d'1,5. Donc, si on coefficiente les différentes charges différemment, et là, du coup, d'avoir mis ma cloison dans le mauvais, ça peut me faire des calculs faux. Voilà, donc faites attention, encore une fois, les charges permanentes, c'est ce qui est fixe par rapport au bâtiment. Et c'est tout. Alors, pour calculer les charges permanentes, maintenant, comment je fais? Bon, ça dépend des informations que vous arrivez à obtenir dans des abacs ou sur Internet. La première idée, c'est d'arriver à trouver la masse surfacique de l'élément. Par exemple, pour des tuiles, vous allez trouver que des tuiles ont une masse surfacique de
je dis n'importe quoi, 13 kg par mètre carré. Les tuiles, c'est assez compliqué. Ça a une forme compliquée. Même si vous arrivez à avoir une tuile et vous la pesez sur une balance, ça vous donne 2,5 kg. Il ne faut pas oublier que les tuiles, eh ben, elles se chevauchent les unes sur les autres. Alors, le calcul pour les tuiles, c'est compliqué. C'est pour ça que dans des abacs ou sur Internet, vous allez trouver que, par exemple, les tuiles romanes ont 13 kg par mètre carré de masse surfacique. J'ai une masse par unité de surface. Quelle surface? La surface du toit. C'est des tuiles, c'est la surface du toit. Donc je multiplie cette masse surfacique par la surface du toit. J'obtiens les kilos. Je multiplie ensuite ça par G, 9,81, d'accord? Et j'obtiens donc bien des newtons. C'est pas très compliqué, il suffit de connaître sa surface et de trouver la masse surfacique. La deuxième technique est encore plus facile. La deuxième technique, vous allez trouver le poids surfacique ou la charge surfacique. Voilà, on peut trouver les deux noms. Le poids ou la charge surfacique, par contre, on va les obtenir en kilonewtons par mètre carré. D'accord? Et là, ça peut, par exemple, on peut trouver les charpentes comme ça. Parce qu'une charpente classique, alors si vous dessinez une charpente complètement spéciale, là, vous n'avez pas le choix, il faudra tout calculer à main. Mais si vous avez des charpentes classiques, eh ben, vous trouvez sur Internet ou sur des abacs, là encore, des poids surfaciques en kilonewtons par mètre carré. Les kilonewtons, je multiplie par 1000 pour obtenir des newtons, c'est pas dur. Et par contre, le mètre carré de charpente, là, il faut réfléchir. Parce que ma charpente a une forme assez particulière, souvent triangulaire. De quelle surface on parle? Évidemment, la surface horizontale. Donc la projection de la surface de ma charpente sur un plan horizontal. Donc je prends ma surface horizontale, je multiplie par mon poids surfacique, et c'est fini. Il y a certains éléments qui sont un peu particuliers. Tout à l'heure, j'ai parlé des rambardes ou garde-corps. Les garde-corps, on va trouver en fait une masse au mètre linéaire. Et je ne sais pas pourquoi linéaire, ça vous pose problème. Peut-être parce que le vocabulaire et vous, ça fait 2. Mais au mètre linéaire. Donc par exemple, une rambarde, je vais trouver que telle rambarde fait 10 kg au mètre linéaire. Mètre linéaire, c'est 1 mètre sur une ligne. Que cette ligne soit courbe, droite, ou tout ce que vous voulez, on s'en fiche. C'est au mètre linéaire. Donc là, il suffit que je mesure quelle va être la longueur de ma rambarde. Ok, des fois c'est peut-être un peu compliqué parce que c'est une rambarde particulière, mais la longueur de la rambarde, je multiplie par ma masse au mètre linéaire, et dans ce cas, j'obtiens ma masse que je multiplie par G pour obtenir des newtons. Voilà. C'est pas très compliqué, c'est pour des cas un peu particuliers, des fois des cloisons fines ou justement des rambardes. Et la dernière technique, c'est la technique du je fais tout de A à Z. J'ai rien trouvé sur Internet, je suis bloqué. Voilà. Je veux mettre par exemple de la laine de verre. La laine de verre, ce qu'il va falloir que vous trouviez, c'est sa masse volumique. Et là, il va falloir tout se taper. C'est-à-dire que la laine de verre, vous savez que ça va être sur vos surfaces de mur. D'accord? Vous savez que vous allez prendre 10 cm ou 20 cm d'épaisseur, donc vous êtes capable de calculer le volume de votre isolant. Ce volume, vous le multipliez par la masse volumique de la laine de verre, ce qui vous donne la masse. Je multiplie par G, égale mg encore une fois, et j'arrive à retomber sur mes pattes. Ce dernier cas, c'est le cas que vous risquez de rencontrer le plus souvent, qui n'est pas forcément très simple quand on a par exemple du béton armé. Là, on va galérer un peu plus, mais c'est le cas qu'on trouve le plus souvent, et en plus, c'est le cas le plus long. C'est long. Si vous voulez calculer un escalier en béton, ça va être long. Ça va être assez long. Il faut connaître le volume. Donc le calcul du volume peut être assez long à faire. Mais quand on n'a pas le choix, on n'a pas le choix. Évidemment, on ne va pas s'amuser à calculer les petites épaisseurs. Par exemple, les pare-pluies, c'est tellement fin, c'est tellement léger, parce que c'est du plastique, en gros, que ça ne vaut peut-être pas le coup de le calculer. Donc on va rester quand même, quand on fait calcul en STI 2D, on va rester quand même sur les murs, sur tout ce qui est, je dirais, structure, isolation, les grands volumes de matériaux, voilà. Ça nous simplifiera un petit peu la vie, mais à un moment, il faut quand même faire très attention, et je vous conseille vivement d'utiliser un tableur pour pouvoir faire ce genre de calcul. Peut-être qu'un jour, je ferai une vidéo sur les tableurs, parce que sérieusement, quand on sait les utiliser, ça nous simplifie énormément la vie. Et oui, digression. Voilà.
Le dernier point de la synthèse concerne c'est quoi qu'on calcule. Voilà, que calculer? C'est quand même la grande question, c'est même par là qu'il faut commencer si vous êtes sur un exercice. Qu'est-ce que je veux calculer? Parce que si vous calculez par exemple toutes les charges de votre maison, absolument toute la maison, voilà, ma maison elle fait 900 000 newtons, ouais, je suis content, et qu'en fait il fallait juste que vous calculiez la déformation d'une partie de la charpente, c'est stupide. Voilà. Très souvent, faut faire attention, il y a peut-être des cas particuliers, mais très souvent on ne calcule pas ce qui est en dessous de l'élément à calculer. Donc si je veux calculer une flexion, très souvent ce qu'il y a en dessous, je m'en fiche. Mais il faut faire attention, quand même, à la situation. Voilà. Que calculer? La première question, donc, c'est qu'est-ce qu'on me demande de faire? Si vous avez un calcul de flexion, vous n'allez pas calculer la même chose que si vous devez dimensionner les fondations. Si je dimensionne des fondations, très souvent, il faudra quand même sûrement calculer énormément de choses. Par contre, une flexion, il n'y a que ce qui porte sur l'objet en flexion que je calcule. Voilà. Ça, c'est la première chose. Question, qu'est-ce qu'on me demande de calculer? La deuxième chose, où vont mes charges? Et quand même, voilà, où est-ce qu'elles vont mes charges? Si vous devez calculer des fondations, vous avez par exemple un toit, un mur avec des fenêtres, etc. Où vont mes charges? Bon, le toit porte sur le mur porte sur les fondations, ok. Mais derrière, est-ce que je vais calculer les fondations, la dimension des fondations sous une fenêtre ou sous le mur plein? Voilà, ces charges, où est-ce qu'elles vont et qu'est-ce que je vais prendre en compte? Un mur, le mur étant plus lourd que la fenêtre, si je dois calculer à un endroit précis, je vais calculer à 1 mètre sous le mur, pas sous la fenêtre. Donc il faut se poser cette question, qu'est-ce que je dois calculer? Où est-ce que vont mes charges? Et est-ce que finalement je vais m'amuser à tout calculer ou pas? Est-ce que ça a un intérêt ou pas? Qu'est-ce que je dois? Qu'est-ce qui est le plus contraignant? Voilà, je vais chercher le mot. Alors, qu'est-ce qui est le plus contraignant? Très souvent, c'est ce qui est le plus lourd. Hein. Si vous avez, super exemple tout pourri, si vous avez une maison en bois, d'accord, avec un étage et que votre escalier est en béton armé, à mon avis, il faudra dimensionner vos fondations par rapport à l'endroit le plus lourd, c'est-à-dire sous l'escalier en béton armé. Voilà. Il y a quand même un grand risque. Hein, voilà. Donc la question c'est où est-ce que c'est le plus lourd pour pouvoir dimensionner une fondation là. Parce que les fondations, on s'embête pas forcément beaucoup. Très souvent, on va mettre les mêmes dimensions de fondation sous la maison. Donc on va dimensionner les fondations les plus larges possibles. Voilà. Donc là où c'est le plus lourd. Et comment je sais que c'est le plus lourd? Malheureusement, des fois, il faut que je calcule plein de choses. Voilà. Soit j'ai de l'expérience et je sais que là, ça va être plus léger que là, soit en effet, il va falloir que je calcule. Tout simplement, je me dis, oulala, est-ce que ça va être de ce côté à ce côté-là? Je suis obligé de calculer les deux côtés, par exemple, et puis de décider, d'arriver à comprendre lequel côté c'est le plus lourd. On va voir ça un petit peu dans les exercices qu'on va faire maintenant. Hein. Donc dans les exercices, je vais introduire justement le transfert de charge. Il y aura une vidéo dessus parce que c'est pas forcément facile, mais on ne peut pas faire des exercices si on n'a pas ces notions-là. Donc vous allez voir, ça va être assez guidé. Et une partie gauche. Voilà. Bon, si vous n'avez pas compris, maintenant c'est des exercices. Voilà. Alors, au niveau des exercices. En fait, il n'y a qu'un seul exercice, mais il y a deux parties dans cet exercice. J'ai pris l'exemple d'un carport. Voilà, parce qu'un carport, c'est pour permettre de garer une voiture dessous et de la protéger. J'ai pris un carport en bois, en pin, ok. Les différentes informations vont apparaître sûrement par là. Et donc, ce carport en pin, il y a un toit de 5 cm. Ensuite, il y a la partie, je dirais, charpente. En dessous, il y a les poteaux. Et sur les poteaux, il y a des renforts. Alors, ces renforts, on part du principe que ce sont des renforts simplement pour être sûr de l'angle droit entre les poteaux et la charpente. Hein. On va partir de ce principe-là. Les différentes dimensions sont données. Alors des fois, je vous donne le volume pour simplifier. Des fois, je vous donne simplement longueur, largeur et puis épaisseur. Donc à vous de calculer ces différents volumes, hein, parce qu'on va calculer tout ça avec la masse volumique du pain. Et là, il y a deux questions que je vous pose. La première question, ça va être quelle est la poutre horizontale qui prend le plus de charge?
et de calculer la charge qu'elle va devoir supporter. Et il y a la deuxième partie, c'est le poteau. Quel est le poteau qui prend le plus de charge? Et de la même façon, au niveau du sol du poteau, par exemple j'ai envie de calculer les fondations, au niveau du sol du poteau, eh ben, quelle est la charge que je vais trouver au niveau du sol, sous le poteau. Voilà. Cette partie-là n'est pas corrigée. Voilà, la première partie, je vais la corriger, mais pas cette partie-là. Voilà. Un petit peu plus d'explication peut-être? Oui. Bon, allez. Alors, au niveau de la première partie, donc quelle est la poutre horizontale qui supporte le plus de charge? En fait, il faut être logique. D'accord? On fait abstraction de la charge de neige, pour l'instant. Enfin, pour l'instant, on est sur les charges permanentes. On va partir du principe qu'il n'y a pas de charge de neige. Voilà, il n'y a que la charge des matériaux. Quelles sont ces charges? La poutre, eh ben, il va falloir qu'elle supporte déjà une partie de la toiture. Chaque poutre qui est en dessous du toit va porter une partie de la toiture. Quelle est cette partie? C'est ça la question. Ensuite, chaque poutre va supporter son propre poids aussi. Voilà, donc ça c'est les deux éléments qu'il faut calculer. Et au niveau donc de ce fameux transfert de charge, comment ça se joue? En fait, c'est de la logique. Là, on est sur un cas relativement simple, mais un cas plus compliqué, ça peut être très long et très complexe, encore une fois. Là, on est sur la logique. Et pour ça, j'ai pris un exemple super. Oh, un petit bout de bois. Voilà, pour allumer le feu. Hein. Donc, pour être logique, imaginons que je mette, chacun de mes doigts là, c'est une poutre. Hein. Imaginons que je mette mes doigts exactement avec une symétrie centrale. Quelle est la partie de la poutre en bois qui va aller sur le doigt gauche et sur le doigt à droite? 50%. La moitié de la masse de ma petite briquette de bois là va sur le doigt à gauche et sur le doigt à droite. Donc ça c'est logique. Par contre, si je commence à faire quelque chose comme ça, là, et comment je fais? Eh ben en fait, je coupe toujours au milieu, au niveau de la distance entre les deux doigts, et puis je regarde ce qui porte à gauche, ce qui porte à droite. Après, il faut faire attention, hein, si je commence à avoir des porte-à-faux très longs, il y a d'autres phénomènes qui arrivent en jeu. Mais voilà, ça, tout le monde le sait, tout le monde l'a compris, ça. Voilà. Si je mets 4 pieds, ça va pas être facile, 4 pieds, un sur chaque coin, et ben normalement, il faut faire l'hypothèse que les matériaux sont parfaits, que les dimensions sont parfaites, sinon ça ne marche pas. Attention, que les matériaux sont parfaits, c'est-à-dire que ces matériaux, eh ben, on n'a pas de défaut comme dans le bois, hein, qu'on a la même masse volumique de partout, qu'il a été coupé parfaitement. Voilà, faut partir au principe que tous les éléments sont parfaits. Et ben, si je mets 4 pieds, okay, la masse de ma briquette va être découpée en 4 et chaque pied va prendre un quart de la masse. Ça, vous arrivez normalement à le comprendre. Maintenant, et bien évidemment, c'est un petit peu plus compliqué dans le cas où j'ai 6 pieds. Et surtout, là, je suis en train d'essayer de dimensionner les poutres, encore une fois. Hein. Donc, c'est-à-dire que là, si je mets 3 poutres, par contre, c'est pas évident avec les doigts, mais 3 poutres, qui est la poutre qui va supporter le plus de charge, je coupe en deux au milieu, et puis au milieu de chaque portée, d'accord? Et puis, je regarde. Et là, je sens que ça va être le doigt du milieu qui va porter le plus de charge. Voilà. Donc maintenant, il faut essayer de le dessiner. On va essayer de le dessiner donc, sur le dessin que vous avez dans l'exercice. Alors, dans mon exercice, la masse du toit, c'est de ça que je parle, hein, la masse du toit est posée sur toutes les poutres. D'accord? Toutes les poutres vont supporter une partie de la masse du toit. Quelle est cette partie? Eh bien, en fait, on va partir du principe, alors sur les 3 poutres horizontales, eh ben, c'est très simple, je vais couper au milieu de chaque poutre, de chaque portée, encore une fois, c'est ce que j'ai déjà dit, et je pars du principe que ce qui est à gauche va aller sur la poutre de gauche, ce qui est totalement à droite va aller sur la poutre de droite, et ce qui est au milieu va aller sur la poutre du milieu. Mais, ça ne s'arrête pas là, parce qu'on a aussi les 2 poutres longitudinales. Comment on fait pour ces 2 poutres longitudinales? Déjà, ces 2 poutres longitudinales sont posées sur 3 pieds. Donc en fait, c'est comme si j'avais 2 poutres, 2 petites poutres au lieu d'avoir une seule grande poutre. D'accord? Si j'avais une seule grande poutre, je ne poserais pas la question, c'est elle qui prendrait sûrement le maximum de charge. Mais non, on est posé sur 3 pieds, donc c'est comme si on avait 2 poutres
longitudinales de chaque côté, donc en gros 4 poutres longitudinales. Comment je fais pour séparer les charges qui vont sur une poutre, sur la poutre latérale et sur la poutre longitudinale, hein, donc en angle droit? Comment je fais pour savoir quelle partie du toit porte sur l'une et sur l'autre? En fait, je coupe en deux, de la même façon. Sauf que là, je coupe en deux. Si j'ai un angle de 90 degrés, je coupe en deux, ça veut dire que j'ai un angle de 45 degrés. Donc, je vais dessiner un axe à 45 degrés, d'accord, en sachant que la partie du haut va aller, par exemple, sur la poutre latérale, la partie du bas sur la poutre longitudinale. Et je fais ça à chaque élément, d'accord, en créant ça, cet angle, à la jointure des deux poutres. Donc, je dessine ça sur mes poutres latérales de chaque côté. Je dessine donc le milieu et ensuite je sépare. Et là, je vais voir apparaître des formes un petit peu particulières où je vais me rendre compte déjà d'une chose, c'est que les deux poutres latérales gauche et droite supportent la même charge. Bah oui, parce que je suis symétrique. J'ai un système qui est symétrique. Donc en fait, c'est pas la peine, normalement, de se casser la tête à calculer la poutre de gauche, la poutre de droite. Non, elles vont porter la même charge. Je vais me rendre compte aussi au niveau de la charge du toit, encore une fois, au niveau de la charge du toit, que c'est la poutre centrale qui va supporter le plus. Très souvent, c'est la poutre centrale. Très souvent. Ou la poutre la plus longue. Déjà, la poutre la plus longue, on se dit, oula, ça risque d'être celle-là, ou la poutre centrale. D'accord ? Et les poutres longitudinales, les 4 poutres longitudinales vont porter la même charge aussi. Donc normalement, si vous avez bien fait le dessin, on doit trouver que les poutres latérales vont supporter 2,13 m² de surface de toit. Les longitudinales, elles vont supporter 1,53 m², si je lis bien. Oui, parce que mon PC est assez loin. Et au centre, on est à 3,96 m². Bon, il n'y a pas photo, hein. C'est la poutre centrale qui va supporter le plus de charge du toit. Mais peut-être que c'est pas celle-là qui va porter la plus grande charge tout court. Pourquoi? Pourquoi? Tout simplement parce qu'on a oublié la charge des poutres elles-mêmes. Hein, une poutre se porte elle-même. Donc là, elles sont toutes en bois, dans le même bois. Et elles ont les mêmes formes, les mêmes dimensions. Donc ça risque d'être toujours la plus grande qui va supporter le plus. Si par contre j'avais mis par exemple une poutre en acier sur un côté, vu la masse de l'acier par rapport au bois, c'est peut-être cette poutre là qui allait supporter le plus. Mais là c'est tout en bois, donc c'est la poutre la plus longue qui risque de supporter le plus de charge. Et ça tombe bien parce qu'en plus les plus longues, maintenant que j'ai découpé mes poutres longitudinales, d'accord, les plus longues c'est les 3 poutres latérales, et la poutre du milieu supportant déjà une grande surface du toit, c'est elle qui va supporter le plus. Voilà, ni plus ni moins. Et que maintenant, il faut aller dans les calculs. Donc je sais maintenant que c'est ma poutre centrale qui va supporter le plus, par de la logique, il y a un petit peu de calcul, enfin même pas de calcul, de géométrie spatiale, donc il faut que je fasse le calcul. Il y a des fois où vous allez être obligé de calculer pour chaque poutre. Si vous avez un doute, il faut calculer pour chaque poutre. Mais là, il n'y a pas de doute, c'est la poutre centrale qui va supporter le plus. Donc c'est parti pour les calculs. Calculs qui ne sont pas très compliqués, vous l'admettrez. Parce que déjà, la masse du toit. La masse du toit sur la poutre centrale, c'est la masse volumique du matériau fois la surface fois l'épaisseur du toit. Alors, la masse volumique, j'ai mis du 500 kg par mètre cube. Je fais attention aux unités, hein, kg par mètre cube, pour l'instant je suis bon, fois 3,96 m², ok, fois 0,05. Ça, c'est l'épaisseur. Ce qui nous donne 99 kg, théoriquement. Alors 0,05 parce que c'est des centimètres que j'ai convertis en mètres. J'ai tout mis en mètres, hein, un petit rappel. Donc je trouve 99 kg pour la plaque. Ouais, ça fait lourd, hein, 99 kg. Presque 100 kg, ouais, faut pas oublier qu'il y a quand même 4 mètres carrés, qu'on a 500 kg par mètre cube. Donc bon, c'est pas... Vous vérifierez hein, si j'ai fait une erreur. Le deuxième élément, c'est la masse de la poutre centrale. La poutre centrale, c'est pareil, c'est masse volumique fois, par contre là, je vous donne que les dimensions, fois longueur, fois largeur, fois épaisseur. Donc c'est 500 fois 2,76 fois 0,1 fois 0,1, parce que c'est 10 cm de chaque côté, et ce qui nous donne 13,8 kg. Du coup, la charge totale, c'est la masse du toit
qui porte sur la poutre plus la masse de la poutre, le tout fois G qui est 9,81. Donc c'est 99 plus 13,8 fois 9,81, le tout, hein, ce qui me donne 1106,568 newtons. Voilà. Donc je sais que ma poutre centrale va devoir porter cette charge-là. Si je rajoutais la neige, en Alsace, c'est à peu près 60-70 kg par mètre carré. Croyez-moi que ça ne ferait pas la même charge. Hein. On augmenterait largement la charge. Donc voilà, là c'est un exercice comme ça, mais il faut partir au principe aussi que c'est en extérieur, très souvent il y a de la neige, surtout en Alsace. Voilà, donc on trouve cette charge-là. Vous voyez, c'est pas très compliqué. Derrière, évidemment, ça va servir à quoi? Ça va servir à voir si ma poutre, par exemple sous RDM6, est bien dimensionnée, calculer la flèche en ELS. Et puis en ELU aussi, mais ça on parlera un autre jour. Voilà. Enfin, pour le deuxième exercice que je ne corrigerai pas, en classe, je pourrais vous donner les valeurs, hein, les résultats, mais je ne corrigerai pas, je vous laisse chercher justement. L'idée c'est, tiens, quel est le poteau qui supporte le plus de charge et quelle est sa charge au sol. Alors, les poteaux sont tous les mêmes. On a des renforts, 2 ou 3 renforts par poteau, mais vu la petitesse de ces renforts, on se doute que ce n'est pas forcément les renforts qui vont trop jouer. On se doute du coup que, vu que c'est déjà la poutre du milieu central qui porte le plus, c'est sûrement un des deux poteaux du milieu qui porte le plus. Voilà. Du coup, on sent que ça va être ça. Mais pour le prouver, qu'est-ce qu'il va falloir faire? Il va falloir que vous soyez capable d'indiquer quelle est la charge du toit et des poutres horizontales qui portent sur les poteaux. C'est ça qu'il va falloir faire. Hein. Et je vous rappelle que j'ai montré l'exemple tout à l'heure en disant on coupe au milieu. Déjà, on a un cas symétrique. Hein. On a 3 poteaux de chaque côté avec des charges qui sont symétriques. Donc, c'est pas, on va calculer que d'un côté. Donc, déjà, vous coupez, paf, au milieu. Et ensuite, par rapport à la portée entre 2 poteaux, encore une fois, vous coupez au milieu, et bah, faites déjà ça en dessin. Hein. Vous coupez au milieu au niveau de la longueur, et puis ensuite au milieu de chaque portée, et vous devriez voir apparaître des rectangles. Voilà, ce qui vous donnera les surfaces, notamment du toit, et aussi les longueurs des poutres qui portent sur le poteau. Voilà. Il n'y a pas de piège. Il faut juste ajouter la partie du toit, les parties des poutres longitudinales, partie de la poutre centrale, les renforts, donc les 3 renforts, plus le poteau pour arriver à avoir la charge qui va s'appliquer au sol. Vous pouvez tout faire en masse et ensuite multiplier par n par 9,81 à la fin ou pas, c'est vous qui voyez, mais en tout cas c'est un exercice qui... si vous avez compris ces 2 exercices-là, déjà vous avez compris énormément de choses sur les charges permanentes. Et ça, c'est cool. Voilà. Et voilà, c'est terminé. Oui, j'ai plus parlé que ce que je pensais, comme d'habitude, mais c'est pas grave. Donc, les charges permanentes, encore une fois, c'est pas compliqué, mais il faut être rigoureux. En fait, c'est ça, la rigueur. Parce que si vous n'arrivez pas à calculer correctement vos volumes, ou si vous n'arrivez pas à bien voir où les charges vont, le transfert de charge, vous allez vous planter. Tout simplement, voilà. Après, regardez les résultats, des fois ça parle. Des fois ça peut parler, hein, assez facilement. La prochaine vidéo, évidemment, ça sera sur les charges d'exploitation, ce qui risque d'être assez court, encore plus courte que celle-là, parce que les charges d'exploitation, bah, c'est des tableaux à lire, et puis à appliquer, quoi. Voilà. Bon. Sur ce, je vous souhaite une bonne semaine, ou un bon week-end, ça dépend quand vous regardez cette vidéo. Une bonne vie, une bonne année, une bonne santé, et tutti quanti. Salut!